Chers aînés, poussés par l'amour et un profond désir de voir leurs enfants mener des vies prospères et stables, de nombreux parents se sacrifient volontairement, rassemblant tous leurs biens pour les transmettre à leurs enfants. Cependant, chaque famille est différente, et tout le monde n'a pas la chance de bénéficier des bénédictions de la piété filiale de leur progéniture. Certains, après avoir vendu leur maison et partagé leur patrimoine entre leurs enfants, se retrouvent démunis dans leurs années de vieillesse, contraints de supporter l'humiliation d'être considérés comme un fardeau, dépendant de leurs enfants pour survivre. Les histoires suivantes sont partagées dans l'espoir qu'elles serviront de précieuses leçons, vous aidant à éviter les douleurs et les difficultés qui peuvent accompagner la vieillesse. La première histoire. Vendre des terres pour les partager entre deux enfants, seulement pour être considéré comme un fardeau à la fin. À 68 ans, avec à la fois des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, je réfléchis à ma vie. J'ai autrefois travaillé pour le gouvernement, mais j'ai quitté mon poste pour démarrer une entreprise afin de mieux subvenir aux besoins de mes enfants. Après des années de dur labeur, mon mari et moi avons réussi à acheter une maison spacieuse et à garantir une bonne éducation à nos enfants. Chaque année, notre famille était reconnue comme une famille modèle par les autorités locales. Une fois que nos enfants ont eu leur propre famille, je n'avais jamais prévu de vivre avec eux. Bien que je sois né dans une génération antérieure, j'ai des idées modernes et progressistes. Je voulais éviter toute friction entre belle-mère et belle-fille qui pourrait perturber l'harmonie familiale. Ainsi, lorsque ma belle-fille ou ma fille avait un enfant, je les aidais avec le bébé pendant quelques mois, puis je retournais chez moi. Vivre séparément permettait à mon mari et moi de prendre soin l'un de l'autre, de profiter de quelques voyages occasionnels et de retrouver la liberté de nos premières années. Mais il y a 2 ans, mon mari est décédé. Après sa mort, mes enfants m'ont encouragé à m'installer chez mon fils aîné, craignant que je me sente seul et que je sombre dans la dépression. J'ai hésité jusqu'à ce que mon fils rencontre une crise financière, avec une grande dette et des disputes constantes avec sa femme au sujet de l'argent. À peu près au même moment, notre maison, autrefois cachée dans une ruelle, est devenue un bien immobilier prisé avec le réaménagement de la zone. Les valeurs immobilières ont grimpé en flèche et les acheteurs ont commencé à frapper à ma porte. Mon fils désespérait d'obtenir de l'argent, alors j'ai accepté de vendre la maison. Après tout, j'avais toujours prévu de laisser la maison à mes enfants. Avec les 500 000 $ de la vente, j'ai donné à chacun de mes 2 enfants 200 000 $ et j'ai gardé 100 000 $ pour mes économies de retraite. J'ai ensuite emménagé chez mon fils aîné. Au début, tout allait bien. Nos vies quotidiennes et nos relations restaient chaleureuses. Mais avec le temps, les choses ont commencé à se détériorer. Mon fils a réussi à rembourser le prêt bancaire de 200 000 $, mais devait encore plus de 100 000 $ à d'autres créanciers. Ma belle-fille m'a gentiment demandé de lui prêter le reste de mes économies, promettant de me les rembourser en 2 ans. Cet argent était destiné à ma vieillesse, alors j'ai hésité. Les jours où elle me demandait de l'argent, ma belle-fille était particulièrement attentionnée, m'apportant de délicieux repas et des fruits frais. Mais quand j'ai accepté de ne lui prêter que la moitié de ce qu'elle demandait, son attitude a changé brusquement et elle m'a accusé d'être avare. Quand j'ai confié à mon fils ces paroles blessantes, au lieu de me réconforter, il m'a réprimandé. « Tu as dû faire quelque chose pour la contrarier. Se plaindre ne fait qu'ajouter à mon stress alors que je suis déjà débordé. » Voyant mon fils prendre le parti de sa femme, j'ai silencieusement enduré ma tristesse. Ma fille vivait loin et était trop occupée avec ses 3 enfants pour que je puisse la déranger. Maintenant, mes économies sont réduites à seulement 50 000 $. Vivre avec mes enfants est devenu étouffant et inconfortable. Alors, j'ai décidé de chercher une maison de retraite de qualité où je pourrais passer mes dernières années. Par l'intermédiaire d'une amie, j'en ai trouvé une qui répondait à tous mes besoins. Cependant, quand j'ai évoqué l'idée à mes enfants, ils s'y sont opposés, craignant que cela ne les fasse honte devant nos proches.
qui les accuserait sûrement d'être ingrats pour avoir laissé leur mère aller en maison de retraite. Alors que ma relation avec ma belle-fille continuait de se détériorer, les tensions quotidiennes augmentaient et nous ne pouvions plus nous comprendre. Je suis devenue si malheureuse que j'ai commencé à cuisiner pour moi-même. Pendant ce temps, la situation financière de mon fils s'aggravait et les créanciers commençaient à se présenter à la maison. Il était épuisé, a arrêté de manger et fumait constamment. Par pitié, j'ai retiré le reste de mes économies pour aider à rembourser ses dettes, espérant que cela soulagerait son stress et lui permettrait de se concentrer sur ses affaires et de prendre soin de moi. Mais il ne me restait plus d'argent pour les mariages, les événements sociaux ou même pour participer aux activités du club des seniors que j'appréciais autrefois. Quand j'ai demandé à mon fils une petite allocation mensuelle, il m'a répliqué « Tu es vieille, à quoi te sert l'argent? Tout ce que tu fais, c'est manger et dormir. Ne nous dérange pas alors que tu vis à nos crochets. Et ne t'attends pas à récupérer les 50 000 $ que tu nous as prêtés. » Ces paroles m'ont dévasté. J'avais autrefois une sécurité financière, mais par amour pour mes enfants, je me suis retrouvé sans le sou, qualifié de fardeau dans ma vieillesse. Chers amis, avoir de l'argent à un âge avancé vous libère du besoin de dépendre de vos enfants. De nombreuses vies que j'ai croisées confirment cette vérité. Ceux qui ont de l'argent peuvent vivre indépendamment, embaucher de l'aide et profiter d'une vie confortable et digne. En revanche, ceux qui donnent tout à leurs enfants se retrouvent souvent rejetés chez eux, relégués à manger seuls, tandis que leurs enfants et petits-enfants dînent ensemble. De telles réalités amères, bien que difficiles à croire, sont malheureusement trop courantes. L'histoire de cette femme de 68 ans est celle que beaucoup peuvent vivre. Bien que les enfants soient enseignés à être respectueux et à prendre soin de leurs parents âgés, il y a encore trop de cas tristes comme celui-ci. Il n'est pas faux de dire que les parents âgés avec des biens détiennent un certain pouvoir sur leurs enfants. Mais la manière dont ils utilisent ce pouvoir est cruciale, car elle impacte directement leur vie. Par conséquent, cette histoire sert de leçon pour de nombreux parents âgés. Aimez vos enfants, mais ne donnez pas tous vos biens. Conservez votre maison ou une partie de votre patrimoine et maintenez votre indépendance. Cela garantira non seulement votre vieillesse, mais motivera également vos enfants et préviendra d'éventuels conflits. La deuxième histoire. Transférez la propriété à votre enfant. Lorsque j'ai décidé de transférer la propriété de ma maison à mes enfants, de nombreux amis et membres de ma famille m'ont conseillé de simplement préparer les documents sans transférer officiellement le titre pour l'instant. Mais j'ai pensé que si je devais inévitablement leur donner, pourquoi ne pas le faire tant que j'étais encore lucide, afin que mes enfants puissent se concentrer sur leur carrière sans souci? Mon mari est décédé tôt, laissant derrière lui notre maison et 2 petites parcelles de terrain comme bien commun. Comme je prévoyais de vivre avec mon fils aîné et sa famille, j'ai transféré la maison, notre bien le plus précieux, à eux, en croyant qu'ils honoreraient nos traditions et prendraient soin de moi dans ma vieillesse. Mes 2 filles cadets ont reçu les parcelles restantes. Lorsque j'ai pris cette décision, j'ai dit à mes enfants que je ne garderais rien pour moi et qu'ils devraient prendre la responsabilité de s'occuper de moi à l'avenir. Ils ont tous accepté avec joie et promis de veiller sur moi avec unité et bienveillance. Cependant, la réalité a été différente. Avant de leur donner la propriété, ils venaient régulièrement me voir et prenaient des nouvelles de mon bien-être. Mais après avoir tout transmis, leur sollicitude s'est estompée et ils se sont éloignés. J'ai d'abord vécu avec mon fils aîné. Au début, lui et sa femme étaient gentils et attentionnés, mais avec le temps, leur attitude a changé et ils sont devenus ouvertement rancuniers. Lorsque je suis tombé malade, ils ne se sont même pas souciés de mon état, encore moins de prendre soin de moi. La douleur de vivre avec mon fils aîné était trop grande, alors j'ai déménagé chez mes fils cadets. Mais la situation n'était pas meilleure. Ils en voulaient au fait que j'avais donné la propriété la plus précieuse à leur frère aîné et estimaient que c'était à lui de s'occuper de moi, pas à eux. Les paroles dures de l'un de mes fils m'ont fait pleurer.
Depuis des mois, je navigue entre les maisons de mes 3 fils, ma vie complètement bouleversée. Bien que je sois leur mère, je me sens maintenant comme une étrangère dans ma propre famille. J'ai réalisé mon erreur. Les larmes d'une mère coulent toujours vers le bas, jamais vers le haut. Dans mon amour pour mes enfants, j'ai oublié de penser à mon propre avenir. Maintenant, je me suis mise dans une position de dépendance, sans issue, car j'ai tout donné et je n'ai aucune pension sur laquelle compter. Chers amis, il y a un dicton qui dit « Avoir de l'argent dans sa poche évite à ses enfants des ennuis inutiles ». C'est vrai, avoir de l'argent nous permet de nous prendre en charge. Le plus grand amour que les parents puissent montrer à leurs enfants est de s'assurer qu'ils n'auront pas besoin de s'occuper de nous dans notre vieillesse. Si nous tombons malades et que nos enfants sont trop occupés pour nous soigner, avoir de l'argent nous permet d'embaucher l'aide nécessaire. À un âge avancé, l'argent et les biens sont notre force. Donc, si vous possédez des biens, gardez-les pour assurer votre propre bien-être d'abord, et ensuite seulement pensez à ce que vous laisserez à vos enfants. La répartition des biens doit être soigneusement réfléchie, sans jamais tout donner et se retrouver vulnérable. De nombreux parents, après avoir transféré leurs biens à leurs enfants, se retrouvent à perdre leur place au sein de leur propre famille. La vérité est que si vous avez un revenu stable, qu'il provienne d'une pension, d'un emploi secondaire ou d'autres sources, ou si vous gardez le contrôle de vos biens, cela vous permet de maintenir votre position dans la famille et la communauté. Certains parents âgés avouent même qu'une fois qu'ils ont tout donné, ils perdent leur voix et deviennent dépendants de leurs enfants, incapables de s'exprimer pour eux-mêmes. Personne ne peut échapper à la vieillesse, mais pour garantir une retraite paisible, respectée et prise en charge, nous devons être sages et planifier soigneusement. J'en suis venu à croire en l'adage « Le plus grand pouvoir des personnes âgées est leur bien ». C'est une vérité profonde. Alors, commencez à préparer votre vieillesse tant que vous êtes encore jeune. Ne tardez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard, préparant sans le vouloir vos enfants à être perçus comme ingrats. Chaque famille est différente, avec ses propres circonstances uniques, donc il n'y a pas de solution universelle pour assurer la sécurité matérielle et émotionnelle à la vieillesse. Cependant, avoir votre propre propriété, pension ou source de revenus pour garantir que vous n'êtes pas entièrement dépendant de vos enfants est quelque chose que chaque personne âgée devrait envisager. Peu importe à quel point vous aimez vos enfants, ne donnez pas tout et ne risquez pas de vous retrouver dans une position de dépendance et de vulnérabilité. Partie 2. Les 5 plus grandes erreurs de la vie à éviter. Dans le parcours de la vie, il est facile de rencontrer des obstacles qui peuvent nous détourner de l'atteinte du bonheur et de l'épanouissement véritable. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait vous empêcher de vivre votre meilleure vie? Imaginez si vous pouviez éviter les pièges courants dans lesquels beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Dans cette exploration révélatrice, nous dévoilons les 5 plus grandes erreurs de la vie qui passent souvent inaperçues, mais qui ont le pouvoir de façonner votre destin. Saisissez l'opportunité de transformer votre vie en apprenant comment éviter ces pièges et ouvrez la porte à un avenir rempli de sens, de joie et de vitalité. 1. Gagner de l'argent au prix de la santé. Ce passage souligne un message puissant et intemporel. La santé doit toujours être notre priorité absolue. Dans la quête incessante de succès financier, de nombreuses personnes tombent dans le piège de sacrifier leur bien-être pour ensuite se retrouver à dépenser leur fortune durement gagnée pour retrouver la santé qu'elles ont négligée. Ce paradoxe met en lumière une vérité profonde. Sans santé, même la plus grande fortune perd sa valeur et son sens. Imaginez le chagrin d'atteindre le sommet de votre carrière, pour réaliser que les longues heures, le stress et la négligence ont eu des répercussions sur votre corps et votre esprit. À quoi bon un style de vie luxueux si vous ne pouvez pas en profiter à cause de visites constantes chez le médecin et du fardeau des factures médicales? Ce récit n'est pas qu'une mise en garde. C'est un appel à réévaluer nos priorités. Pour de nombreux adultes plus âgés, ce message résonne profondément. Ils comprennent que les plus grandes joies de la vie sont souvent les plus simples.
une promenade matinale sans douleur, un repas partagé avec des êtres chers, ou l'énergie pour poursuivre ses passions et ses rêves. La santé est la vraie richesse qui rend ces moments possibles. Nous devons nous efforcer de trouver un équilibre dans nos vies. Bien qu'il soit louable de travailler dur et de parvenir à une sécurité financière, cela ne doit pas se faire au détriment de notre santé. Nous devons prendre des mesures proactives pour entretenir notre bien-être, chérir notre corps et écouter les signaux qu'il nous envoie. Que cela nous rappelle que la santé est le fondement d'une vie épanouie et aucune somme d'argent ne peut remplacer la tranquillité d'esprit et la joie d'être véritablement en bonne santé. 2. Sacrifier le confort pour une grande maison. Construire une maison grande et impressionnante est souvent perçu comme l'accomplissement ultime dans la vie. Beaucoup de personnes consacrent toutes leurs économies, leur temps et leur énergie à atteindre ce rêve. Pourtant, cette quête peut conduire à sacrifier des joies essentielles comme une bonne alimentation, des vêtements de qualité et des expériences enrichissantes. La réalité est qu'une petite maison chaleureuse apporte souvent plus de satisfaction qu'une grande maison vide. Une maison est censée servir ses occupants, et non l'inverse. Le stress de l'entretien et du remboursement d'un manoir peut rapidement transformer un rêve en fardeau. Pourquoi nous efforçons-nous de construire ces grandes structures? La réponse réside peut-être dans la pression sociale et la croyance que plus grand est toujours mieux. Cependant, une maison devrait être un sanctuaire, un lieu de paix et de confort qui reflète qui nous sommes et ce dont nous avons vraiment besoin. Elle ne devrait pas être une source constante de stress ou de pression financière. Lorsqu'il s'agit de décider quel type de maison construire, il est essentiel d'évaluer le temps que nous y passons et les activités qui nous rendent réellement heureux. Pour la plupart, une maison est un lieu de repos et de retraite, où la taille devient souvent sans importance. En fin de compte, le message est clair. Ne laissez pas la poursuite d'une grande maison éclipser les joies de la vie quotidienne. Appréciez le voyage, chérissez les petits conforts et construisez une maison qui répond à vos besoins et correspond à votre budget. Une maison n'est pas seulement une structure, c'est une extension vivante et respirante de qui nous sommes. Faites un choix avisé et privilégiez ce qui vous apporte véritablement bonheur et sérénité. 3. Donnez de l'argent aux enfants au lieu de soins. L'équilibre entre fournir un soutien financier aux enfants et les élever avec soin et indépendance. Le bonheur familial est comparé à un jardin, nécessitant une attention constante et des soins. Dans l'agitation de la vie, il est facile de croire que subvenir financièrement aux besoins des enfants suffit à leur bien-être. Cependant, cette approche mène souvent à des enfants non préparés à affronter seuls les défis de la vie. L'analogie du jardin illustre magnifiquement que bien que l'argent puisse nourrir, il ne peut remplacer le temps, l'amour et les conseils qui façonnent véritablement le caractère et l'avenir d'un enfant. De nombreux parents sacrifient leurs besoins pour leurs enfants, guidés par l'intention noble de sécuriser leur avenir. Pourtant, l'excès d'indulgence peut avoir des conséquences imprévues. Il est essentiel d'inculquer des valeurs d'autonomie et de responsabilité aux enfants, les rendant capables de prospérer en tant qu'individus indépendants. Cet équilibre est délicat, mais crucial. Les parents doivent conserver certaines ressources pour eux-mêmes, s'assurant de ne pas devenir un fardeau pour leurs enfants plus tard. Cela souligne également une douleur plus profonde ressentie par beaucoup, le sentiment d'échec au sein de sa propre famille. Beaucoup, réussissant professionnellement, se sentent perdus lorsqu'il s'agit de cultiver leur famille. La sagesse acquise dans le monde extérieur doit être ramenée chez soi pour cultiver un environnement aimant et solidaire. Ignorer cette responsabilité est une erreur qui peut conduire à des regrets et des relations familiales inabouties. En essence, la vraie sagesse réside dans le soin apporté à la fois au bien-être financier et émotionnel au sein de la famille, garantissant que le jardin du bonheur prospère pour les générations à venir. 4. Les actions parlent plus fort que les mots. Le dicton « les actions parlent plus fort que les mots » reflète une vérité intemporelle sur le comportement humain et les relations. Dans le monde d'aujourd'hui, où les mots peuvent souvent être vides et insincères,
l'importance de l'action est amplifiée. Les mots sont faciles à prononcer et les promesses sont facilement faites, mais elles n'ont de valeur que lorsqu'elles sont soutenues par des actes. Cette idée nous invite à réfléchir sur la puissance de nos actions, qui expriment souvent bien plus qu'un millier de discours éloquents. Beaucoup de gens sont prompts à donner des conseils, à partager de grands projets ou à se vanter de leurs intentions, mais ce sont ceux qui agissent tranquillement et constamment en accord avec leurs paroles qui ont un réel impact. Les actions sont tangibles, elles montrent l'engagement et la persévérance, prouvant que l'on investit vraiment dans ce que l'on prétend croire. Pour les personnes âgées qui ont vu une vie de promesses tenues et brisées, ce message résonne profondément. Il rappelle que la sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi dire, mais aussi à savoir quand agir. L'idée qu'une action vaut plus que 10 discours est une puissante invitation à privilégier l'authenticité et l'intégrité. Elle nous encourage à écouter davantage et à parler moins, à ne promettre que ce que nous avons l'intention de tenir, et à nous concentrer sur l'action plutôt que sur la simple discussion. Dans une société qui valorise souvent les apparences et la rhétorique, cet accent mis sur l'action nous met au défi d'être authentiques, de transformer nos intentions en réalité et de montrer l'exemple. Cela nous invite à construire la confiance par des actions cohérentes et significatives, qui définissent finalement notre caractère bien plus que les mots ne le pourraient jamais. 5. Plus on monte, plus on se sent seul. L'essence du leadership, capturée dans l'adage « plus on monte, plus on se sent seul », reflète profondément les fardeaux et sacrifices qui accompagnent le pouvoir et la responsabilité. À mesure que les individus accèdent à des postes d'autorité plus élevés, ils rencontrent inévitablement une solitude que peu peuvent comprendre. Cette isolation ne résulte pas seulement de la séparation physique avec les collègues, mais d'une solitude plus poignante, liée à la nécessité de maintenir une distance professionnelle. Cette distance est cruciale pour une gouvernance et une discipline efficaces, mais elle agit souvent comme une barrière invisible entre le leader et son équipe. Beaucoup entrent dans le monde professionnel avec l'espoir d'un leader qui soit à la fois un patron et un ami. Cependant, la réalité montre que cette familiarité peut parfois brouiller les limites du professionnalisme, rendant difficile l'application des règles et le maintien de l'ordre. Un leader doit naviguer entre l'empathie et l'autorité, comprenant que son rôle est semblable à celui d'un capitaine de navire, dont le principal objectif est la sécurité et le succès du navire et de son équipage, même au détriment de ses désirs personnels ou de ses amitiés. Dans le domaine du leadership, le prix de la responsabilité se paie souvent en solitude. Plus on s'élève, moins il reste de compagnons à ses côtés, soulignant la solitude intrinsèque qui accompagne les grandes responsabilités. Le vrai leadership exige de la résilience et la volonté d'affronter les défis de front, nécessitant souvent des décisions impopulaires pour le bien commun. Ce voyage peut être isolant, car les luttes derrière le leadership restent souvent invisibles aux autres, qui ne voient que les résultats. Accepter cette solitude comme une partie naturelle du leadership est essentiel pour trouver la paix et l'épanouissement dans ce rôle exigeant.